à toutes et à tous. Merci de votre venue matinale. Je voudrais tout de suite présenter nos invités et les remercier, en commençant par Hervé Gonnet. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Hervé Gonnet. On a mis expert du web marketing B2B et j'en suis très honoré. En fait, je travaille dans le B2B depuis à peu près une vingtaine d'années, surtout dans le web marketing, et j'ai créé ma propre solution qui s'appelle GetPlus, dont on parlera tout à l'heure. Mais ce qui est important, je trouve, c'est que le marketing B2B aujourd'hui a vraiment des lettres de noblesse, et je pense qu'on vit vraiment l'âge d'or du marketing B2B. Donc on en parlera au fur de la conversation. Merci. Éric Trousset, DG de Mediapost Publicité. Oui, bonjour. Mediapost Publicité, c'est une régie publicitaire filiale du groupe La Poste. Donc, régie publicitaire, donc 100% B2B. On s'adresse à un portefeuille d'annonceurs et à l'ensemble des agences de pub, agences médias du marché. Donc, on est vraiment dans cette logique, je dirais, d'adresser un marché pas simple, on y reviendra aussi, mais qui est celui du B2B, marché de la publicité. Merci. Hervé Cabla. Bonjour, donc je dirige l'agence BeAngels, une agence de communication digitale. Notre activité est très simple, nous aidons nos clients, et une bonne partie de ces clients sont en B2B, à prendre possession d'espaces de discussion, de communication sur les médias sociaux. Donc aussi bien la définition des stratégies, la mise en place de ces espaces, ou bien l'animation sur le long terme. Voilà. Et puis en parallèle de ça, j'écris des livres, j'en suis à mon 3e, et c'est un bon succès. Il s'appelle « La communication digitale expliquée à mon boss ». Merci Hervé. Et enfin, Florent Nozel. Bonjour tout le monde, je suis Florent Nozel, donc je suis le directeur digital et e-commerce de Kiloutou. Donc Kiloutou, c'est un acteur de la sharing economy, c'est un acteur de la location, donc de la location avec les particuliers, avec les pros. Et je suis aussi donc en casquette secondaire président de la commission B2B de l'Axel. Voilà, donc pour ma part, Vincent Montet, je suis directeur associé d'une agence qui s'appelle Grenade & Sparks et je dirige également le MBA, MCI, Marketing Commerce sur Internet de Léonard de Vinci. Vous verrez au salon des tweetos officiels, il y en a une 50aine. Ce sont nos étudiants et un grand merci pour ce partenariat avec le salon. Alors comment on se retrouve là ? Pas par hasard. D'abord parce qu'au sein de l'Axel, il y a une commission B2B, donc dirige Florent, et nous avons, depuis 1 an et demi, déclenché des matinées digitales B2B autour des stratégies marketing et e-commerce dans le business to business. On conçoit ces matinées avec Kiloutou, l'agence et également Nioseo sur le contenu et un partenariat média avec le Moniteur.fr. Juste pour information, ces matinées digitales, vous voyez, hein, on a analysé tout le parcours digital B2B, on a travaillé sur la digitalisation du point de vente, sur les réseaux sociaux d'entreprise, sur les nouvelles techniques d'acquisition. C'est des matinées qui durent 2 heures avec un principe simple, une table ronde avec des annonceurs, pas de langue de bois, et puis un grand témoin. Hervé nous avait rejoint, mais on a également le SNCD, l'IAB ou même d'autres associations telles que la MMA dans ce creuset finalement fertile qu'on anime une fois tous les 2-3 mois. C'est même ouvert aux non-membres de l'Axel, donc renseignez-vous sur le site. Et puis pour ce matin, n'oubliez pas le hashtag, il y a ECP14 pour le salon, et notre hashtag autour, il a disparu, non il est là, le hashtag Axel B2B, si vous souhaitez poser des questions tout à l'heure. Alors on va revenir plus en détail avec Florent pour nous présenter Kiloutou, que tout le monde connaît en grand public, mais en fait c'est très B2B. Oui, alors Kiloutou, effectivement, j'en parlais juste avant en disant que c'était un acteur de l'économie de fonctionnalité. Et Kiloutou, c'est ce loueur qui a 90% de son chiffre d'affaires qui est B2B. Donc clairement, on est une entreprise résolument B2B. Et tout l'enjeu, c'est de réussir à capter justement cette relation avec le B2B, aussi bien sur l'ensemble de nos canaux physiques que les canaux digitaux. Moi, j'ai une théorie là-dessus, c'est la théorie du bon sens paysan, qui s'applique clairement chez nous. C'est clairement reprendre l'existant, donc les codes de la vraie vie, les faire monter à bord du digital et transformer l'essai avec nos clients sur tous les canaux possibles pour nous. Donc c'est quoi le métier de Kiloutou en 2 mots ? La promesse, c'est de permettre à un acteur qui réalise son chantier, quel que soit l'endroit, sur l'île, sur Rennes, le lundi matin, que le mardi matin à 6h, la même grue qu'il a utilisée le lundi matin à Lille ou à Rennes, elle sera présente à Marseille
pour assurer que son chantier ou ses chantiers fonctionnent bien. Voilà, ça c'est le métier de Kiloutou de base, et c'est là-dessus qu'on se bat aussi sur le digital. Merci. Mediapost publicité, si on peut en parler juste un peu plus en détail. Les gens confondent souvent avec Mediapost ou La Poste. Oui, alors je vais effectivement y revenir 2 minutes. En fait, Mediapost Publicité est une régie donc, qui a été créée il y a 4 ans, donc filiale du groupe La Poste, partant d'un double constat. D'une part, à l'ère du digital, les volumes de courriers publicitaires sont amenés à baisser. Bon, c'est inéluctable, ça se passe partout. Maintenant, il y avait 2 solutions. Soit on attend que le bateau coule et on coule avec, soit on essaye de réinventer le média, de trouver des solutions et trouver aussi des territoires nouveaux de prospection. Le choix a été fait en fait, d'externaliser la régie, un petit peu comme l'ont fait Royal Mail en Grande-Bretagne, avec des petites nuances, je ne vais pas y revenir. Mais... Donc on a créé une entité indépendante, Mediapost Publicité, avec pour vocation de redévelopper le média en l'adossant avec des canaux digitaux, de l'email, aujourd'hui du mobile. Tout ça, ça passe par beaucoup d'études, donc beaucoup de production de contenu. On a créé une mesure d'audience, on mène de très nombreux post-tests, on a à peu près 150 post-tests de campagne par an, plus des études diverses et variées qu'on fait avec des instituts tels qu'Ipsos, TNS ou de plus petite taille, pour montrer que finalement, dans la logique du consommateur, c'est pas un arbitrage print digital, c'est simplement j'ai des points de contact et je vais me servir de ceux qui me paraissent le plus pertinents dans mon parcours d'achat. Sauf qu'il faut aller à l'encontre d'idées reçues. Et notre principale cible de clientèle, ce sont les agences qui se sont beaucoup digitalisées. Et vous imaginez bien que quand vous allez voir aujourd'hui une agence, notamment une agence média, pour lui parler de courrier papier, c'est tout juste si elle vous ouvre la porte. Donc, il nous a fallu, et on va y revenir après, trouver les moyens puisqu'on avait le contenu qui prouve que d'un point de vue parcours d'achat, c'est pas print ou digital, mais c'est les deux qui font sens. Mais il a fallu trouver dans notre communication les bons leviers pour intéresser et puis pour transformer. Je pense qu'on va y revenir après. Mais donc voilà, le parcours, c'est vraiment essayer de contribuer à réinventer le média et surtout, une fois qu'on avait les fondamentaux, le faire savoir. Merci. GetPlus. Alors, peut-être avant de parler de GetPlus, moi j'aimerais bien faire peut-être un petit sondage parmi vous. Qui, en fait, dans la salle, fait du B2B, du business to business? Très bien, merci. Ouf, vous n'êtes pas trompé de salle, c'était bien le bon endroit. Voilà. Qui, dans la salle, en fait, travaille avec des médias sociaux déjà? Qui a déjà mis en place, en fait, un certain nombre de techniques de médias sociaux? Donc voilà, il y a à peu près 40% des gens dans la salle qui ont mis en place des médias sociaux. La troisième question, c'est qui a mis en place des médias sociaux avec du retargeting B2B? Une personne, merci, c'est peut-être... voilà. Donc là, en fait, je veux juste vous expliquer ce que fait GetPlus. En fait, on fait du retargeting, et là, je viens de faire du retargeting avec vous. En clair, j'ai essayé de comprendre quels étaient les besoins que vous aviez, où est-ce que vous en étiez. Deuxièmement, j'ai essayé de comprendre ensuite qu'est-ce que vous pourriez faire de ceci. Donc, par exemple, pour ceux qui font du marketing B2B, eh bien, effectivement, vous êtes bien ici, vous êtes avec des experts qui pourront en parler. Pour ceux qui font des médias sociaux, je vous conseille de lire le bouquin qu'on a écrit avec Hervé Cablas sur les médias sociaux expliqué à mon boss. Et le troisième point, pour ceux qui voudraient faire du retargeting, ben, venez potentiellement me voir parce qu'effectivement, on pourra en reparler. Et c'est ça, en fait, le retargeting, c'est essayer de comprendre quels sont les besoins des gens qui viennent sur votre site Internet. Deuxièmement, d'essayer de leur envoyer le bon message et surtout d'essayer de le faire au bon moment. GetPlus, c'est ça, c'est une solution qui permet d'analyser le trafic de votre site Internet, de voir quels sont les anonymes qui viennent sur votre site et de faire en sorte que vous puissiez les retargeter avec le bon message par email, par courrier papier ou bien alors par display. Et GetPlus, c'est une solution qui s'installe directement sur un site Internet. Et dans ce cadre-là, nous travaillons avec beaucoup de grands comptes qui font des médias sociaux et c'est un peu dans cette thématique-là qu'en fait, on va intervenir aujourd'hui. Merci. Hervé, on reviendra juste après Florent. Et Mediapost sur le contenu. Juste pour rappel, en dehors de ton dernier bouquin, il y en avait un sur en effet les médias sociaux B2B. Un mariage d'amour, et je te demanderai tout à l'heure le passé et le futur dans cette démarche. On va rentrer tout de suite sur le cas de Kiloutou avec une démarche de... Est-ce qu'on va voir les artisans sur LinkedIn, sur Facebook et il y a eu un autre choix de fait.
Voilà. Alors effectivement, la question de fond, c'est OK avec cet acteur de la location de matériel, mais c'est vrai que 90% du chiffre d'affaires B2B, les artisans, est-ce que c'est les gens qui prennent le temps? Est-ce que c'est les gens qui vont sur les réseaux sociaux? Est-ce que ce sont des contenus qu'ils consomment? Est-ce qu'ils aiment lire? C'est toutes les questions qu'on a dû se poser. Et on est arrivé à un moment donné à un constat, c'est qu'aujourd'hui, et ça pour le coup c'est une règle d'or pour nous, une communauté, ça ne se crée pas, ça se révèle. Et la communauté se révélant, on est allé chercher les signaux qui émergent et on est allé repérer les communautés existantes. Donc je vais vous annoncer aujourd'hui qu'il existe des communautés de passionnés qui à 3h du matin échangent sur le blog de la pelleteuse et qui sont passionnés, qui toute la journée essayent de se cultiver et de documenter ces sujets-là parce que ça les intéresse. Clairement, c'est comment reprendre cette communauté-là et lui donner un espace d'expression chez nous pour qu'elle puisse s'exprimer et échanger avec Kiloutou. Donc il y a une règle communautaire qui pour nous était importante, c'est la règle des 1, 9, 90. C'est 1% d'acteurs justement sur votre communauté qui seront extrêmement actifs et qui vont produire le contenu, 9% qui seront plutôt dans une démarche de commentaires et d'échanges, et les 90% qui viendront plutôt consommer le contenu. Donc chez Kiloutou, on s'est réunis avec le comité de direction, avec le PDG qui est porteur du projet, donc Xavier Dubois, et on a lancé justement une nouvelle plateforme. On s'est dit, ça y est, c'est bon, il faut y aller. C'est pas Facebook, ce sera pas LinkedIn, c'est pas là-dessus que l'artisan a envie de se retrouver. Ce sera plutôt une plateforme qui va permettre d'échanger justement sur la logique des travaux, de l'usage des travaux. Et on a lancé en fait une plateforme qui s'appelle Wikimat. Donc je donne le nom, donc wikimat.fr. C'est sur Wikimat qu'aujourd'hui on a permis de capter ces signaux, de pouvoir échanger, de partager cette relation, et surtout aussi également d'exprimer quelque chose qui n'était pas capté jusque-là, c'est la culture orale. Parce que l'artisan fonctionne beaucoup par culture orale, donc notamment comment fonctionner. Si je vous dis qu'une ponceuse parquet, ça sert à poncer un parquet, ça va choquer personne. Mais si je vous dis qu'une ponceuse parquet, ça sert aussi à transformer un sol béton brut en quelque chose d'effet marbré, lisse, qui aura un rendu esthétique extrêmement sophistiqué et bien fait, alors pour le coup, ça va choquer un peu plus de monde. Alors clairement, ce sont des usages détournés qui sont aujourd'hui mis en avant sur Wikimat. Donc c'est comment approcher autrement justement la logique d'usage du matériel. Et c'est là-dessus qu'on voulait justement mettre à disposition la plateforme Wikimat pour nos artisans, pour les particuliers aussi également qui veulent co-échanger et co-designer tout ça avec nous. Et clairement, Wikimat, c'est dans cette logique-là et c'est comme ça qu'on arrive à faire évoluer la plateforme communautaire. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour faire un appel pour tous ceux qui aimeraient enrichir leur expérience et partager leur expérience avec des images, des photos, du texte, tout type de contenu possible, venez sur Wikimat et on va vivre ça ensemble. Alors, juste pour vous donner une clé de lecture sur Wikimat, comment ça fonctionne et c'est quoi le principe? Il y a 3 fonctions clés sur Wikimat qui sont nécessaires. On s'est dit, ça ne sert à rien d'inventer un espace et une plateforme communautaire qui n'existe pas avec des codes nouveaux. Autant lancer une plateforme communautaire avec des codes qui existent déjà. Donc on a repris une expérience utilisateur d'acteurs qui existent déjà, donc type Twitter, Facebook, des acteurs communautaires que tout le monde connaît. Et on a lancé une plateforme qui fait le côté wiki, donc comme Wikipédia, donc c'est quasiment le même principe. Le côté forum, donc c'est venez échanger l'expérience. Et le côté géolocalisé, parce qu'on croit beaucoup dans le mobile. On n'arrête pas de parler d'avènement du mobile depuis quelques années. Donc nous, on s'est dit, ça y est, on franchit le pas. Et on met cette plateforme sur ces 3 axes-là. Et ça a donné effectivement Wikimat. Donc on a lancé conjointement avec CCM Benchmark, comment ça marche.net, qui a une grosse présence sur Internet avec ce site-là et qui arrive à capter pas mal de requêtes sur Google. Et notre agence Grenade & Sparks, qui nous a aidé sur tout l'aspect créatif et l'aspect projectif en termes de digital. Donc voilà, et ça a donné wikimat.fr, qui est la plateforme que vous voyez là en ce moment sur l'écran et à laquelle je vous invite chaleureusement à venir co-partager et designer avec nous. Juste un dernier point, j'ai une petite vidéo à vous montrer qui va situer un peu le contexte et vous donner quelques chiffres en termes d'impact au niveau du lancement. Quand on a lancé la plateforme Wikimat, que c'est une grande question existentielle pour nous, c'est OK, on va lancer cette plateforme, mais est-ce que ça aura un vrai écho auprès de l'artisan? Est-ce que ça aura un vrai écho auprès du particulier? Comment on arrive à faire monter toutes ces personnes à bord de l'aventure? Alors on va voir ça en image, normalement si ça marche. Les joies du direct. Non, ça ne marche pas. Ça marche pas. Si, ça marche. Ça dure 2 minutes.
Florent, combien d'inscrits aujourd'hui? Alors sur Wikimat aujourd'hui, donc sur la logique de ce dont je parlais tout à l'heure, le fameux 1-9-90, on est aujourd'hui sur une communauté globale de plus de 8000 membres qui sont inscrits sur la plateforme. Et donc régulièrement, il faut renouveler le noyau des 1%. Donc il faut aller chercher de nouveaux passionnés. Donc ça tombe bien, je dors pas beaucoup. Donc à 3h du matin, je suis souvent sur le blog de la Pelleteuse ou sur d'autres blogs pour aller chercher de nouveaux acteurs. Et on a un community management qui fait ça très bien aussi chez nous. Mais tout l'enjeu, c'est réellement de pouvoir continuer à proposer une expérience nouvelle. Donc on doit être en test and learn sur la communauté. Ne pas présumer que les choses s'arrêtent à partir du moment où on s'est lancé. C'est là où ça commence. C'est comme un mariage. Normalement, on doit se battre à partir du moment où on a la bague. Et donc c'est pour nous la même logique. Sur Wikimat, on commence à pousser et on continue sur 2014 et sur 2015. Merci à tous. Merci, on verra le ROI tout à l'heure en question. Alors pour Mediapost, est-ce qu'on a créé une nouvelle communauté des agences où il y a eu une autre démarche? Alors la démarche, en fait, comme je l'ai dit, donc Mediapost Pub a été créé il y a 4 ans. On a commencé assez logiquement par créer un site, puis un blog, et puis très vite, je me suis aperçu que tout ça n'était pas très connecté, et surtout pas tellement tourné vers le partage. Du coup, on s'est tourné vers Grenade & Sparks pour nous aider à penser un écosystème qui nous permette à la fois de pousser du contenu, à la fois de générer de l'interaction, et tout ça dans un mode plutôt ludique, puisque faut trouver le bon mix entre l'info et le ludique, mais parce qu'on a quand même une communauté que je disais essentiellement tournée vers des agences, donc plutôt une moyenne d'âge assez basse, et puis pour vendre quelque chose que certains considèrent comme has-been, si on y va un peu sérieusement, ça passe pas. Du coup, bien sûr, on a refondu complètement le site internet de manière à ce qu'il soit complètement ouvert sur la possibilité de partager des contenus. On a une newsletter, bon, tout ça c'est assez classique. On a également un blog qui permet de rebondir sur le contenu du site. Et donc on s'est créé en fait un écosystème qui permet donc le partage sur les médias sociaux. Du slide share, c'est évident, puisque comme je vous disais, on produit beaucoup d'études, donc il faut pouvoir les partager et puis mesurer, ne serait-ce que ce volume de partage. Et puis l'étape, donc ça c'était, je dirais, en année 1, on construit finalement un peu le socle. Et en année 2, ça a été d'investir les médias sociaux. On a commencé par Twitter, puis très vite par une page Facebook. Et là, en octobre, on va investir LinkedIn. Donc on a déjà une page LinkedIn qui existe, mais où il y a peu de contenu propriétaire. Pour l'instant, c'est du partage d'informations déjà existantes. Mais on a vraiment, jusqu'à présent, en fait, sur ces 2 dernières années, capitalisé sur Facebook. Alors justement, est-ce que c'est les mêmes contenus partout? Est-ce qu'on diffuse tout copier-coller Facebook, Surtout LinkedIn ou Twitter? Quelle a été la démarche? Surtout pas. En fait, on a vraiment créé des contenus spécifiques. Alors, sur Twitter, où tu veux qu'on commence par, on va commencer par Twitter. Sur Twitter, en fait, c'est moi qui tweete avec l'aide de l'agence, tout simplement parce que j'ai un lourd passé dans le milieu des médias et sans autosatisfaction de certaines notoriétés. Donc on a capitalisé sur mon nom pour pousser les contenus. Là où sur les médias sociaux, c'est bien l'entreprise qui est mise en avant. Donc il y a 2 à 3 tweets par semaine, une communauté qui s'est pas mal agrandie. Et donc on a commencé assez classiquement sur un cercle restreint qu'on a élargi finalement aussi sur des nouveaux métiers vers lesquels la régie se tourne. Par exemple, au départ, on n'était pas très e-commerce. Aujourd'hui, on s'est élargi vers des tweetos qui sont plus e-commerce. Et donc comme ça, en fonction finalement de nos cibles de marché, toujours B2B bien évidemment, on élargit le cercle des abonnements. Sur Facebook, on est plutôt là sur une communauté plus jeune, plus agence, qu'on a voulu engager par des contenus pour le coup assez ludiques. On a commencé finalement, d'ailleurs la page s'appelle The Classroom, donc on est vraiment dans une logique d'éducation, mais d'éducation marketing au sens large, pour remettre finalement
on est reparti un peu des fondamentaux du marketing pour finalement pousser des contenus sur la relation client, en expliquant que finalement la relation client elle peut se faire online et offline, et toujours dans cette logique il n'y a pas d'opposition des canaux médias, bien au contraire. Cette année, on est allé un cran plus loin. On a commencé par des contenus, donc par des définitions. Là, on est en total mode ludique avec des définitions assez décalées. Toujours dans un souci d'appropriation et un souci de partage d'un vocabulaire qui est le nôtre. Et puis, l'autre contenu qu'on a commencé à créer cette année, ce sont des mini-vidéos. Donc on est sur des formats d'1 minute, toujours dans un but pédagogique. Donc on est plutôt dans un style, c'est pas de l'infographie, on a quand même animé, c'est de l'animation. Et on explique à chaque fois une thématique sur le ciblage, on a commencé d'abord par définir notre propre métier, et puis vidéo par vidéo, on en a 6 d'ici à la fin de l'année. On définit des modes d'entrée finalement, comment on cible, comment on... j'ai pas tous les contenus en tête, pourtant ils sont dispo. Et donc ces vidéos, alors c'est clair que pour engager le public, il faut à minima acheter du média. Acheter du média pour de la visibilité. On a plutôt un bon taux d'engagement, mais je reviendrai après sur le ROI. Et donc ces vidéos, on va aussi, pour le coup, autant les définitions, elles restent sur Facebook parce que notre communauté est plutôt une communauté de jeunes. On sait qu'on a aussi pas mal d'étudiants d'ailleurs qui viennent chercher du contenu. En revanche, sur LinkedIn, donc, qui démarre d'ici une à 2 semaines, on va reposter les vidéos. On travaille sur du contenu spécifique. Là, on sera plus dans un mode sérieux. En revanche, les définitions, elles, sont vraiment réservées à Facebook. Merci. Hervé, alors, non, je sais. Hervé, Hop, notre ami voilà. Hervé, quand on a préparé, alors d'habitude, tu as un peu plus de temps, mais quand même, je trouve que tu es un visionnaire pédagogue. Donc, nous rappeler comment le B2B a approché les réseaux sociaux et puis quelles sont les tendances que tu repères aujourd'hui. Alors, le premier point à avoir en tête, c'est que les médias sociaux, ça ne concerne pas que le B2C. Il n'y a pas que Facebook et les boissons gazeuses dans la vie. Depuis que vous êtes levé ce matin, vous avez dû faire travailler une bonne centaine d'entreprises qui exercent en B2B, un peu sans le savoir, depuis des fabricants de composants jusqu'à des fabricants de boulons, des entreprises qui fabriquent du matériel de transport, etc. Ces entreprises, au sein de ces entreprises, il y a des salariés qui sont comme vous, qui utilisent des outils sociaux pour s'informer, pour communiquer, pour partager. Gardez à l'esprit que cette capacité à utiliser ces outils sociaux, aujourd'hui, quasiment tout le monde l'a. On parle de digital native qui serait peut-être mieux armé pour les utiliser, j'y crois pas du tout. Pour moi, toutes les tranches d'âge sont représentées. En fait, ce qu'on voit s'installer, c'est un paysage finalement où on a 4 types d'outils essentiels, 4 plateformes avec une dimension sociale qui peuvent vous servir dans un certain nombre de process avec un certain nombre d'objectifs. Ces 4 types d'outils, pour moi, ce sont d'une part tout ce qui va appartenir à la famille des blogs, qui va vous permettre de diffuser de manière très spontanée, très dynamique, à votre rythme, du contenu, indépendamment du site institutionnel. Le site institutionnel, il est là pour informer sur l'orientation de l'entreprise, ses produits. Le blog, ou les blogs de l'entreprise sont là pour réagir sur l'actualité, pour informer, pour tenir vos clients, vos prospects, votre écosystème au fait de tout ce que votre entreprise peut leur apporter pour résoudre les problèmes au quotidien. Deuxième typologie d'outils, les plateformes de chat, de discussion. Twitter est une plateforme de chat. Je m'insurge contre toutes ces entreprises qui utilisent Twitter pour diffuser du communiqué de presse. C'est une bêtise sans nom. Twitter est là justement pour changer complètement de paradigme. On est là pour discuter avec des gens qui, à un moment donné, ont besoin d'interagir avec l'entreprise ou avec ses représentants. Et cette discussion, cette interaction, elle doit se faire au fil de l'eau, en temps réel, sans laisser des délais
de plusieurs heures entre les différents échanges. Troisième type d'outils à votre disposition, ce qu'on va appeler les espaces communautaires, les forums. Okay, je n'ai pas encore donné de nom. Hein. Facebook appartient aussi bien à une dimension à la fois de discussion que d'espaces communautaires, de forums. Sur un forum, tout le monde peut prendre la parole. Il n'y a pas une personne qui est le légataire universel du discours qui va imposer ses vues aux autres. Non, sur un forum, tout le monde peut lancer un sujet. Hein. Si on est passionné de la grue ou de la pelleteuse, à un moment donné, on a une question et on la pose à la communauté. Et tout l'intérêt d'une communauté, c'est justement lorsque ça réagit, lorsqu'il y a des réponses. On ne sait pas d'où va venir la réponse, mais on se dit que c'est ici, à cet endroit-là, que j'aurai probablement ma réponse. Et puis le quatrième type d'outil qu'il faut avoir en tête, c'est tout ce qui est réseaux sociaux professionnels. Alors, on a de la chance en France, on sait faire aussi bien que les Américains, on a Viadeo, mais il ne faut pas négliger LinkedIn, qui pour moi est l'outil indispensable, complément indispensable du téléphone portable pour les forces de vente, les commerciaux. Cessez de considérer LinkedIn comme un outil de recrutement. Hein. LinkedIn, c'est une base de données gigantesque, 300 millions de profils dans le monde, 8 millions en France. C'est une base de données, vous avez des informations sur vos prospects, vos clients, vos concurrents, les candidats, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 4 types d'outils? Moi, je vous propose 3 schémas très simples à mémoriser. Premier schéma, stratégie de contenu. De quoi s'agit-il? Eh bien, toute entreprise, quelle qu'elle soit, a une histoire à raconter. Et cette histoire est d'autant plus facile à raconter que vous exercez en B2B. Hein, replacez-vous dans le contexte d'une boisson gazeuse, c'est très difficile de raconter l'histoire d'Oasis. Vous allez tourner en rond assez rapidement. Raconter l'histoire du yaourt, mais ça demande des efforts intellectuels incommensurables. En revanche, parler de la pelleteuse ou de la grue, c'est naturel. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, un utilisateur d'une grue, d'une pelleteuse ou d'un logiciel de gestion commerciale se pose des questions sur la manière de l'utiliser, comment il va en tirer parti pour son histoire à lui. Et là, normalement, au sein de votre entreprise, vous avez probablement, vraisemblablement, des experts, des consultants qui sont là pour justement vous aider à argumenter cette histoire, à l'exposer en se basant par exemple sur des vraies histoires qui sont déroulées sur les clients. Comment tel client a réussi à clore son chantier en 2 semaines alors que tous les autres auparavant mettaient 6 mois. Comment tel client a réussi à faire progresser ses ventes de 25% en 1 an parce qu'il est passé sur un outil de CRM bien plus élaboré, etc. Ces histoires-là, elles sont à vos portées, vous les avez au sein de l'entreprise. Attention, ce n'est pas parce que vous avez ces histoires qu'il faut les confier à un community manager. En réalité, vous avez des tas de community managers au sein de l'entreprise. Ils n'ont peut-être pas tous envie de s'exprimer sur ces plateformes, mais si vous mettez en place la bonne organisation, comme on l'a fait par exemple au sein de l'agence BeAngels avec Orange Business Service, eh bien, vous serez capable justement d'apporter ce discours, de développer cette stratégie de contenu. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est l'aspect communautaire. C'est ce qu'on a vu avec Kiloutou. Vous avez des communautés de clients qui sont prêts à s'entraider. Vos clients sont peut-être parfois des concurrents, mais vous savez, on évolue en France dans un contexte économique où personne n'est plus assuré de passer 40 ans dans la même boîte. Je vais peut-être passer 5 ans dans cette boîte-là, et puis je vais avoir des volontés de carrière ou une opportunité ailleurs, et je vais me retrouver chez le concurrent. Donner un coup de main au concurrent, ce n'est pas un problème en soi, surtout sur une plateforme communautaire, et surtout si on est derrière un pseudonyme. Donc je peux vous assurer que les communautés de clients, elles existent. Et parfois même, elles existent au détriment de l'entreprise qui commercialise ses produits ou ses services. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai travaillé au sein d'un éditeur de logiciels français pendant des années, et nous avions des communautés de clients qui étaient à la fois en ligne et dans la vie réelle, et qui souvent s'appuyaient sur leurs forces pour faire évoluer justement l'entreprise au sein de laquelle j'évoluais. Et puis, troisième dimension qui est indispensable, et je tiens à le souligner, on est au salon e-commerce, donc à un moment donné, on va parler de commerce. L'e-commerce, c'est certes des boutiques en ligne, mais c'est aussi des pratiques. Et pour moi, il y a une pratique qui est en train de se développer qui est extrêmement importante, c'est ce qu'on appelle le social selling. Alors, c'est un terme qui a été propulsé sur la scène par LinkedIn, je crois.
Ça consiste en quoi? Ça consiste à aider vos commerciaux à utiliser leur réseau social, leur profil LinkedIn, tout bêtement, pour améliorer leur technique de vente. C'est pas très compliqué, ça demande de réfléchir, de se former, un peu de savoir-faire, et surtout ça permet justement de s'appuyer sur les contenus, hein, rappelez-vous le premier point, les contenus qui ont été élaborés par l'entreprise, d'aller prendre la parole au sein de communautés. Ces communautés, elles peuvent se retrouver justement au sein de groupes LinkedIn, et puis d'utiliser finalement les mécanismes de viralité qui sont à l'intérieur de ces réseaux sociaux professionnels. Voilà, avec ces trois composantes-là, contenu, communauté et social selling, je pense que vous avez trois bons sujets de réflexion pour l'année qui démarre, pour utiliser les réseaux sociaux en B2B. Merci Hervé. Alors, du coup, en synthèse, et notamment sur le parcours client, qu'est-ce qu'on peut faire avec GetPlus et comment relier le social media à l'ensemble du parcours? Alors, là, en fait, on va essayer de voir un cran plus loin une fois que vous avez mis en œuvre en fait, votre stratégie de médias sociaux. Normalement, si vous êtes responsable marketing ou commercial en B2B, votre direction générale va vous dire, eh bien, aujourd'hui, il faut que tu me génères du prospect, il faut que tu me génères du leads. C'est la suite logique. Normalement, on a fait une étude récemment en France avec l'ADTEM, c'est l'Association des directeurs du marketing, qui vient de sortir avant-hier. Je pourrais vous donner le lien si vous le souhaitez. Et la priorité numéro 1 des directeurs marketing aujourd'hui, c'est la lead génération. Et pour faire la lead génération, eh bien, il y a un petit schéma qu'on retrouve ici assez souvent. Il vient des États-Unis, celui-là, mais on le connaît. C'est qu'en fait, il faut se mettre dans la peau de votre client. Et votre client aujourd'hui, ce dont il a besoin, il va passer par différentes phases de communication avec vous. Il va être dans une première phase, en fait, il va avoir mal quelque part. Et quand il a mal quelque part, eh bien, justement, il va poser des questions. Et ces questions-là, il va les poser dans les communautés, LinkedIn, il va les poser, voir des forums, il va se renseigner, mais il va, à ce moment-là, toujours pas prendre contact avec vous. Ensuite, une fois qu'il a à peu près compris qu'il avait mal et qu'il y avait d'autres qui avaient trouvé des solutions, puisque les gens communiquent entre eux via les médias sociaux, eh bien, il va se dire, bah oui, il y en a qui va dire, bah écoute, potentiellement, il y a telle solution qui va pouvoir t'aider. Et normalement, si vous avez bien fait votre travail dans les médias sociaux, votre solution ou votre produit va être cité par les autres comme étant une des solutions possibles. Et c'est à ce moment-là qu'il va potentiellement venir sur votre site ou sur votre blog. C'est-à-dire qu'il va regarder les solutions, il va les évaluer, c'est la troisième phase. Il va regarder, il va évaluer si votre solution est bonne, elle correspond, les fonctionnalités sont bonnes, est-ce que la valeur ajoutée est bonne. Et puis à la fin, si tout va bien, après l'appel d'offres, il va vous sélectionner. Donc quand on regarde ceci, il y a un point qui est important, c'est que finalement, grâce aux médias sociaux, grâce au blog, grâce à tout le travail que vous avez fait, le client ne va vous contacter qu'à la fin du processus, parce que vous avez très bien fait votre travail. Et donc, vous ne connaîtrez le nom de votre client, de votre prospect, pratiquement juste en fin de cycle. Et donc, à quoi servent vos commerciaux s'ils ne peuvent pas travailler en amont, s'ils ne peuvent pas analyser le besoin, s'ils ne peuvent pas communiquer avec vos clients, à quoi servent-ils? Et il y a un chiffre qui est extrêmement précis, c'est qu'il n'y a que 1% des formulaires de contact qui sont remplis sur votre site internet. Alors, je reprends, pardon. Sur un trafic d'un site internet, d'un blog ou de votre site institutionnel, vous avez mis des livres blancs, vous avez mis du contenu, vous avez mis un formulaire de contact dessus. 1% des gens de votre trafic transforment dans ce formulaire de contact. C'est-à-dire que 99% de votre trafic, malgré tous les efforts que vous avez faits, et qui sont énormes et qu'il faut vous féliciter, il y a 99% de votre trafic reste anonyme. Et là, je pense qu'on a une chance, effectivement, c'est qu'il va vous contacter qu'à la fin, mais pourtant, vous avez mis en place un white paper, des brochures, vous avez mis en place vos références, vous avez mis en place votre trafic, vos réductions, et il va vous contacter qu'à la fin. Il n'y a qu'un 1% qui transforme. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au début, les gens sont anonymes. Après, il faut essayer de les transformer en personnes connues. On va avancer. Et c'est là où nous, on intervient à GetPlus. C'est que la manière dont on a travaillé les choses, c'est ceci. En fait, on a la capacité, on a la chance en B2B, c'est vraiment une chance extraordinaire, c'est qu'en B2B, on est capable d'analyser les 99% de votre trafic qui restait anonyme. On peut identifier quels sont les prospects qui viennent sur vos sites internet et qui n'ont pas rempli ce fameux formulaire de contact. Et pour rester légal, on ne va pas vous donner le nom de la personne qui est venue sur le site, on va vous donner simplement le nom de l'entreprise qui est venue sur le site internet. Et dans ce cas-là, si vous êtes en B2B, vous avez tel prospect qui est venu à tel moment, et voilà ce qu'il a regardé, puisqu'on peut vous dire quel produit il a regardé.
Et GetPlus, c'est ça, c'est un révélateur, c'est le Polaroid de tout ce qui était jusqu'à là inconnu chez vous. On peut vous redonner les noms des prospects qui vont avec. Et du coup, vous avez la capacité de réengager tout de suite une conversation avec eux. Alors vous pouvez le faire aussi avec les médias sociaux, avec du contenu, il faut continuer à le faire, il faut que la machine elle tourne, il faut qu'il y ait du trafic sur votre site qui soit ciblé, qui corresponde à leurs besoins. Mais vous pouvez, dans ce cadre-là, puisqu'on connaît du coup l'entreprise, on va aussi pour vous chercher dans LinkedIn les noms des contacts potentiels. Donc là, on fait le lien avec le social selling. On va vous chercher pour vous redonner les noms dans les réseaux sociaux des gens que vous devez pouvoir recontacter. Et ensuite, vous avez la possibilité de faire du retargeting. Retargeting, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Et si on reste ici avec les réseaux sociaux, on a une infographie qu'on pourra aussi vous mettre à disposition, une best practice qu'on a créée avec LinkedIn sur comment utiliser justement cette capacité de créer du contenu, de faire venir des gens sur votre blog et sur votre site. Ensuite, derrière, d'utiliser LinkedIn et GetPlus pour révéler les noms des entreprises et les noms des gens que vous devrez recontacter. Et là, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que vous avez créé du contenu, vous avez créé tout ce qu'il fallait avec les médias sociaux, et on vous redonne avec ce outil-là le ROI de tout le travail que vous avez fait, qui pourrait être redonné à vos commerciaux pour qu'ils puissent réellement faire de la lead génération, du chiffre d'affaires, et dans ce cas-là, donner un ROI à toutes les démarches des médias sociaux que vous avez pu créer. Voilà ce que fait GetPlus, c'est du retargeting en business to business. Ça existe depuis 4 ans. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de grandes entreprises qui l'utilisent. Hervé, je crois aussi que tu l'utilises. Tu pourras peut-être en dire un mot. Kiloutou aussi l'utilise. Voilà, aujourd'hui, on peut dire que c'est... alors, ce n'est pas la seule solution. Il y a plein d'autres solutions aujourd'hui. Mais celle-là, aujourd'hui, en B2B, elle donne des résultats. Merci pour cette approche. Florent, revenons à Wikimat. Et en effet, Hervé nous parlait d'e-commerce. Donc, magnifique plateforme de dialogue, 8000 personnes. Mais quid des ventes et quel est le lien avec la plateforme quasiment e-commerce d'ailleurs de Kiloutou? Alors déjà, tout d'abord, ce qu'on a voulu mettre en place, c'était 2 environnements. On a voulu mettre en place un environnement qui est un environnement communautaire, donc là, le non marchand, pour clairement identifier le circuit et ne pas polluer, entre guillemets, le côté marchand. Et de l'autre côté, on a bien laissé la plateforme de transaction, qui est kiloutou.fr, pour que ce soit très identifiable. Je vais juste réagir avant de donner la réponse très ciblée là-dessus, sur un point. C'est que la communauté aujourd'hui, nous, ce qu'on remarque, c'est que c'est la voix du client qui va devenir, ou qui est en train de devenir, la fonction marketing de l'entreprise. Alors, je ne dis pas que les directeurs marketing ne servent plus à rien, donc rassurez-vous si vous êtes concernés. Mais quelque part, c'est en train de changer parce que la voix du client s'exprime de plus en plus par tous ces biais justement de réseaux sociaux, et ça devient effectivement cette fonction marketing de l'entreprise qui est la plus écoutée. C'est-à-dire que si le directeur marketing va à l'encontre de ce que propose la communauté, à un moment donné, il y a un problème de distorsion temporelle et il va falloir adapter les choses. Alors, sur Wikimat, cette communauté qui s'exprime, qui donne son avis, qui partage avec nous, aujourd'hui, ça crée de la valeur parce qu'on a mis sur, on a assumé, c'est-à-dire ce qu'on ne faisait pas au début. Donc, quand je disais qu'on faisait du test and learn sur Wikimat, on apprend aussi de nos erreurs. On avait commencé au début à ne pas assumer avec la marque Kiloutou. On a mis une marque en plus qui s'appelait juste Wikimat et on avait laissé pour la communauté, pour qu'ils s'expriment. Et à un moment donné, c'était confusant pour tout le monde. Donc, on a dû remettre de l'endorsement de Kiloutou derrière tout ça pour montrer que la marque Kiloutou était présente et amenait cette plateforme pour aider à échanger. À partir du moment où on a fait ça, ça devenait beaucoup plus cohérent et on a réussi effectivement à capter du lead, dont parlait Hervé juste avant. Ce lead qui effectivement renvoie après sur kiloutou.fr, donc l'espace marchand. Et là, il y avait une vraie cohérence dans le circuit global et dans la compréhension de la communauté. Donc clairement, le sujet, il est qu'aujourd'hui sur Wikimat, une partie du trafic crée de la valeur, crée du chiffre d'affaires chez nous. Et donc c'est une partie qu'on espère voir grossir très vite parce que ça ne va jamais assez vite quand on regarde ça avec un œil financier. Maintenant, effectivement, c'est une communauté qui s'exprime, qui prend la parole, qui pèse effectivement, je disais tout à l'heure, 1% ou 9% pour ceux qui collaborent et qui interagissent. Mais pour l'idée, ça peut peser, ça peut être le futur chiffre d'affaires additionnel de demain qu'on n'aurait pas capté autrement. Voilà. Oui, pour info, chez Kiloutou, le digital est une BU. Ce n'est pas un département transversal. C'est au cœur de l'entreprise avec des budgets, un ROI et une démarche assez incroyable. Voilà. Sur les comptes de résultats, c'est une BU, mais sur la volonté de l'entreprise, c'est un engagement cross-canal. Oui. C'est-à-dire qu'on va effectivement parler avec toutes les sectorielles de l'entreprise, sectorielles logistique, RH, etc. Oui. Merci. Eric, plein de contenu adapté aux cibles et aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est le marketing de Mediapost Publicité. Puis il y a les commerciaux.
Quel est le lien aujourd'hui entre tout ce travail dans les réseaux sociaux et les ventes? Très honnêtement, c'est le point complexe. Tout d'abord, on a du mal à engager les commerciaux, par exemple, sur Facebook. Beaucoup considèrent que finalement Facebook, c'est du B2C et LinkedIn, c'est du B2B. Ce qui n'est pas vrai, mais et du coup, quand on poste sur Facebook une nouveauté, il y en a quand même plusieurs par semaine, je me suis très vite aperçu que les commerciaux ne partagent pas, ne likent pas, parce qu'ils considèrent que ils n'ont pas, eux, en tant que... parce qu'eux considèrent qu'ils sont sur Facebook à titre privé et pas à titre pro. Et c'est pas faute de leur avoir expliqué que c'est pas pour eux parce qu'ils vont liker un contenu de l'entreprise dans laquelle ils travaillent qu'ils vont tout mélanger. Ça, c'est un point effectivement complexe sur lequel on n'a pas forcément encore complètement réussi. Mais je ne désespère pas. Deuxième écueil, qui n'est pas évident, c'est c'est de faire vivre les réseaux sociaux et le contenu qu'on va y poster, de le faire vivre au sein même de l'entreprise. Et c'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire pour un commercial de découvrir ou un collaborateur de l'entreprise de découvrir qu'il y a un nouveau contenu sur un réseau social seul, alors qu'il n'a pas été finalement mis au courant par la direction de la communication ou par sa direction générale. Et ça, c'est vrai qu'on a aussi appris, je dirais, en avançant, qu'il faut finalement prévenir l'interne quelques heures ou ne serait-ce que la veille, que voilà, demain on va poster telle nouveauté, de manière à éviter qu'ils le découvrent par eux-mêmes et surtout de manière à ce qu'ils se l'approprient avant. Maintenant, dans les questions que je me pose, j'ai un vrai questionnement sur Facebook. Non pas qu'il ne faille pas y être, non pas que notre stratégie de contenu soit inadaptée, parce qu'on voit qu'il y a du partage, on a parmi les 3 vidéos sur 6 qu'on a déjà postées, il y en a une qui a été vue plus de 450 fois, si mes souvenirs sont bons, donc, ce qui, compte tenu de la taille de notre communauté, est beaucoup. Maintenant, pour être très clair, on n'a jamais eu de lead direct. Alors, c'est pas évident non plus, à partir de Facebook, de mesurer un lead. Donc, je suis un peu à partager, c'est-à-dire que oui, il faut y être, et oui, on va continuer à y être. Après, ça va être le dosage, mais ça va être du 2015, entre LinkedIn, qui va être vraiment très, très pro pour le coup, et Facebook, qu'on ne peut pas abandonner parce que le trafic nous montre qu'on a de la visibilité, qu'il y a de l'engagement, donc ce serait dommage de se priver de cette vitrine. Maintenant, jusqu'où, mais comme toute entreprise, on a un arbitrage à faire dans les moyens. Comment, donc je pose la question parce que je n'ai pas encore la réponse, mais on va y travailler. Comment on va finalement arbitrer nos moyens entre cette vitrine dont on voit qu'il y a du trafic, donc il y a du passage, mais ça ne génère pas de business direct, et puis les autres réseaux sociaux qu'on va investir. Donc voilà, donc ça génère beaucoup de questions, on apprend en avançant. Je pense que de toute façon, il n'y a pas de vérité absolue. Mais je crois que la principale difficulté néanmoins à résoudre, c'est l'engagement de l'interne. Parce que finalement, si l'interne partage et démultiplie, ça peut être... on est quand même chez Mediapost Pub une entreprise avec 48 collaborateurs, donc ça commence à être une belle PME. Si on avait ne serait-ce qu'une trentaine de collaborateurs qui partagent le contenu, ça serait quand même un très beau démultiplicateur. Et ça, c'est pas simple à mettre en œuvre. Merci, ça a été d'ailleurs la démarche chez Kiloutou. Les 6 premiers mois, la version bêta, c'était que l'interne, avec d'ailleurs les fournisseurs, les distributeurs, l'ensemble de la communauté de business qui a travaillé sur la version bêta. Pour qui appropriation. Mais là, pour le coup, c'était une plateforme spécifique. Hervé Gonnet, revenir au ROI à travers GetPlus et puis des exemples concrets. Alors,
Ce qui est intéressant, c'est que je travaille avec pas mal d'agences, avec pas mal de grands comptes. Et en fait, on a identifié en fait 3 points qui permettent d'avoir du ROI. Donc, il y a le contenu. C'est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir une démarche de médias sociaux si on n'a pas du contenu. Et vous allez voir comment ce contenu peut être utilisé plus tard. La deuxième chose, mais là, effectivement, c'est notre savoir-faire, c'est ce qu'on appelle de la donnée, la smart data. Car si on sait qui vient sur son site, quel est le besoin et comment on fait, du coup, on a une donnée qui est extrêmement puissante pour pouvoir réengager du coup, une conversation intelligente avec des prospects qui sont venus sur son site. Donc, du coup, le ROI passe par l'analyse et par du smart data. Et le troisième point, je pense qu'on ne l'a pas cité aujourd'hui, mais je vais le faire, c'est pratiquement toutes les grosses sociétés de marketing en B2B avec qui je travaille ont mis en place une démarche d'automatisation de leur marketing. Donc on parle beaucoup de marketing automation, de solutions de marketing qui permettent d'automatiser en fonction de scénarios. Là, cette fois-ci, on va plutôt parler d'outbound, c'est-à-dire d'envoi d'emails ciblés vers des personnes qui ont fait un parcours chaud. Et le ROI, finalement, il n'est pas dans le fait de rengager immédiatement, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais mettre un bémol là-dessus. C'est-à-dire que les sociétés qui travaillent avec je dirais, les médias sociaux plus du marketing automation, en fait, ils vont regarder spécifiquement comment ils vont calculer un score d'engagement de leurs prospects vis-à-vis de votre marque et de votre entreprise. Ce qu'on appelle du scoring comportemental. C'est un terme aujourd'hui qui fait extrêmement utilisé. Ce scoring, il est très simple. Le ROI, il va être calculé sur là où vous allez investir sur les bons prospects qui ont besoin de votre solution maintenant. Et comment savoir qu'on a un bon prospect ? Eh bien, parce que ça fait 3 fois qu'il est revenu sur votre blog et qu'ensuite qu'il est venu sur votre page tarif. La page tarif en elle-même a un poids supplémentaire que si c'était juste une page d'un white paper. Parce que le white paper, il est plutôt en phase awareness. Et les phases awareness, on ne va pas mettre un poids trop fort. Par contre, la page tarif ou la page référence ou la page comment mettre en œuvre votre service ou votre produit, ça, c'est un point fort. Parce que là, ça veut dire qu'il est en phase de sélection. Il est en train de regarder en fait, de plus en plus vos solutions. Et donc, ils ne vont passer quelque part le lead ou le prospect à leurs commerciaux une fois que un scoring comportemental de 100, 200, c'est eux qui définissent le score, a été atteint. Et dans ce cadre-là, c'est là où alors, après les démarches varient. C'est-à-dire que vous êtes une grosse société, vous avez des moyens, vous allez donner ce lead-là à une cellule de télémarketing qui va rappeler, qualifier. Et là, on travaille dans tous les processus que vous connaissez, c'est-à-dire le BANT, est-ce qu'il a un budget, est-ce qu'il a des moyens, est-ce qu'il y a une décision qui a été prise. Voilà. Et donc, une fois que ceci était qualifié, eh bien, dans ce cas-là, on peut engager un commercial, c'est-à-dire plus de moyens pour aller le prospecter. Mais tant qu'il n'a pas atteint ce score-là, du coup, on ne bouge pas. Par contre, ce qu'il faut faire en sorte, c'est que votre prospect ait eu 5 fois, 6 fois, 7 fois la marque ou votre produit en face de lui pour enfin vous considérer et faire en sorte que vous allez être parmi les acteurs qui vont être sélectionnés à la fin dans son benchmark, dans son appel d'offres. Et les médias sociaux permettent de faire ceci. C'est un démultiplicateur extrêmement puissant pour pouvoir le faire. Parce que le contenu va les attirer à un moment même où la concurrence n'a même pas eu le moyen de discuter avec eux. Et vous avez pu le faire. Vous avez pu commencer à avoir une discussion intelligente avec eux. Mais vous ne savez toujours pas qui ils sont. C'est un peu ça le problème. Donc une fois que vous savez qui vous avez engagé, que vous avez mis en face du bon message, eh bien après, au fur et à mesure, il va falloir le réengager, cette fois-ci avec du multicanal. Les médias sociaux en sont un, mais l'emailing en reste un aussi. Et le courrier papier en est un superbe aussi. Un courrier papier envoyé à un bon moment à la bonne personne a un poids extraordinaire sur cette personne-là en termes d'influence. Alors par contre, comme ça coûte un peu plus cher que l'email, quoique, il faut peut-être vérifier que vous allez envoyer à la bonne personne qui a eu le bon score et le bon comportement. C'est un peu là-dessus que les logiciels comme GetPlus ou d'autres permettent justement de calculer tout ceci et d'optimiser l'ensemble des canaux de retargeting que vous pouvez avoir. Des ROI, eh bien, je vais donner des exemples. Des personnes qui derrière ont mis un blog en œuvre, qui derrière ont eu une solution comme GetPlus ou d'autres qui vont révéler le nom des prospects, ça leur a donné, en fait, on leur a pratiquement permis de multiplier par 10 ou par 15 le nombre de prospects qu'ils avaient juste avec le formulaire de contact. Donc c'est pas 15%, c'est x10 ou x15. Donc déjà, il fallait qu'ils soient capables de traiter ce volume-là. Et ensuite, ils ont rappelé, et là c'est toujours quelque chose de très très simple, dans les prospects qui viennent, il y en a à peu près juste 70% qui ont un véritable besoin, même si on a révélé un bon scoring. Donc déjà, il faut en prendre que 70%. Et sur ce 70%-là, il y en a 30 qui ont déclaré avoir un projet court, moyen ou long terme, et qui ont déclaré avoir un projet. Donc ces ROI sont calculables, sont mesurables, et il y a tout à fait moyen d'optimiser ces canaux. Maintenant, il faut les 3 points, je le répète, il faut du contenu, il faut du contenu, il faut du contenu. C'est la base. Il va être réutilisé ce contenu pour attirer sur les médias sociaux, mais aussi en emailing, parce qu'il faut aussi renvoyer le bon message à la bonne personne. Donc votre contenu, il faut le penser en amont.
Ensuite, il faut effectivement de la donnée, parce qu'il faut savoir qui vous allez retargeter. Et le troisième point, essayer d'automatiser ça. Donc je travaille aussi sur comment automatiser ça avec les réseaux sociaux, cette fois-ci avec LinkedIn, et là, il n'y a pas moyen. Aujourd'hui, LinkedIn est une plateforme qui est extrêmement puissante, mais il n'y a pas moyen d'automatiser des démarches automatiques d'envoi de messages in-mail via LinkedIn, et heureusement d'ailleurs, parce qu'ils protègent leur base, et c'est très très bien. Par contre, si vous mettez en place quelqu'un qui est un petit peu différent, qui est mindé LinkedIn et réseaux sociaux, et qu'il va, cette fois-ci, et ça marche, alors ça a marché à 100%. Les gens qui sont venus sur notre site à nous, que j'ai réengagé personnellement via LinkedIn, c'est-à-dire que j'avais le profil LinkedIn, je disais, tiens, je souhaiterais, monsieur le directeur commercial, être en contact avec vous. Ça a marché à 100%. Les gens se sont mis en contact avec moi. Voilà. Après, j'ai essayé de réengager. Là, je n'étais pas été très bon, je l'avoue. J'ai essayé d'engager avec du contenu plus spécifique. Voilà. Et là, effectivement, je n'ai pas eu les moyens parce que là, il faut vraiment quelqu'un qui puisse quelque part faire l'automatisation d'envoyer le bon contenu à cette personne-là via LinkedIn. Ça, je n'ai pas encore vu, à moins qu'Hervé, tu as des idées là-dessus. Je n'ai pas encore vu de moyen de faire. Donc, il faut que ce soit quelqu'un, community manager, qui le fasse. C'est du social selling, c'est ce que l'a dit. Le social selling, ça marche. Et c'est vraiment un des leviers puissants pour pouvoir le faire. Et donc là, l'infographie que je vous propose, pardon, j'ai raté, vous permet justement de relier tout ceci et de faire le ROI de vos médias sociaux avec du social selling. Merci, j'ai fait partie de ton retargeting d'ailleurs, LinkedIn. Quasiment le mot de la conclusion, Hervé Cabla. Ce duo conversation, retour sur investissement, est-ce qu'il est salvateur? Est-ce que c'est la bonne démarche? Ton point de vue? C'est un sujet qu'on retrouve régulièrement sur toutes les conférences autour des médias sociaux. Le ROI des médias sociaux. Alors pour vous faire toucher du doigt ce sujet-là, moi je vais paraphraser Patrick Bruel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la pub pour Winamax, je crois, où à la fin, la voix de Bruel dit au poker, ce qui compte, ce n'est pas les cartes, c'est ce qu'on fait avec. Moi j'ai tendance à dire, avec les médias sociaux, l'important ce n'est pas la plateforme, c'est ce qu'on fait avec. J'écoute Eric me dire que Facebook est important. Je veux juste poser une question. Est-ce que les commerciaux de Mediapost sont amis avec leurs clients? C'est la vraie question. Parce que la présence sur les médias sociaux, elle relève de ce qu'on appelle le marketing de l'attention. Si vous voulez, c'est à peu près la même chose que ce que disait Lelay il y a quelques années. TF1 était là pour vendre du temps de cerveau disponible aux clients de Coca-Cola. Avec les médias sociaux, on a les moyens de s'offrir du temps de cerveau disponible sur des plateformes qui sont utilisées de manière massive. Mais est-ce qu'on touche la bonne cible? Si mes commerciaux ne sont pas copains avec mes clients, je ne suis pas certain que Facebook soit le canal sur lequel il faut se focaliser. Je vais plutôt me focaliser sur le canal où je vais toucher mes clients, peut-être pas directement, peut-être indirectement, avec du partage, avec du like, mais c'est vraiment cet élément-là qu'il faut avoir en tête. N'investir que sur les canaux sur lesquels il va y avoir de la réponse, il va y avoir de l'écoute, il va y avoir une possibilité d'attention. Et pour finir sur une note positive, sur le ROI des médias sociaux, je vais faire un petit témoignage très simple. Je suis client de GetPlus depuis 2 ans. Cette année, on a fait à peu près 150 000 € grâce à la solution du monsieur qui est à ma droite. Pourquoi? Parce qu'on utilise tous les matins les informations qui remontent avec le petit mail GetPlus qui nous dit qui a visité, quelles sont les pages visitées, depuis quelle entreprise, les durées de session, etc. Voilà. Si vous voulez qu'on en discute après cette conférence, je vous donnerai quelques éléments pour comprendre comment ça s'utilise. C'est extrêmement efficace, mais gardez cela en tête. Ce n'est efficace qu'à partir du moment où vous apprenez à vous en servir. Merci, je crois qu'on peut applaudir nos 4 témoins de ce matin. Vous pouvez continuer la conversation avec eux sur Twitter, LinkedIn, et puis on va devoir quitter l'estrade, entre guillemets, d'autres conférences arrivent. Merci encore au Salon d'avoir invité l'Axel pour cette démarche B2B. Oui, et puis surtout, je voulais juste un dernier mot avant que tout le monde ne parte. N'hésitez pas à aller regarder sur le site de l'Axel les prochains rendez-vous, et vous êtes bien évidemment les bienvenus. Merci. Merci. Alors j'en profite pour faire de la pub pour l'Axel aussi. Moi je suis président du club de l'ADTEM du B2B, mais je vais aux rencontres de l'Axel et je peux dire que c'est un niveau qui est vraiment très très bon et je vous encourage d'y aller, c'est vraiment superbe. Super. Merci.